La montée des périls, l'Italie fasciste, l'irruption du fascisme, la crise d'Italie de l'après-guerre. Bien que faisant partie des États vainqueurs, l'Italie sort profondément affaiblie de la guerre. 700 000 victimes, des régions entières sont dévastées comme la Vénétie. La lire a perdu 75% de sa valeur depuis 1914 et le pays doit faire face à une forte inflation et entre dans une crise économique. La démobilisation et la fin des commandes de guerre provoquent une brusque augmentation du chômage. En 1919, l'Italie est une monarchie parlementaire, mais les gouvernements ont une durée de vie courte et sont incapables de faire face aux difficultés. Des grèves sauvages avec occupation des usines éclatent dans les régions de Milan, Turin et Gênes. L'ombre d'une révolution communiste plane sur l'Italie. L'arrivée au pouvoir de Mussolini. C'est dans ce contexte de crise à la fois sociale et nationale que naît le mouvement fasciste. Des faisceaux italiens de combat sont formés. C'est un groupement de mécontents. Cependant, ce groupe reste marginal et n'a aucun élu aux élections de 1919. Face à cet échec, Mussolini crée les formations paramilitaires, les squadres. Ils obtiennent l'appui des patrons et attirent des jeunes désœuvrés tentés par l'action violente. En 1921, création du Parti national fasciste. Le roi Victor Emmanuel III cède au chantage. Le 29 octobre 1921, il charge Mussolini de créer un gouvernement. L'établissement progressif de la dictature. En novembre 1922, Mussolini obtient les pleins pouvoirs. En 1924, des bandes fascistes sèment la terreur afin de remporter les élections législatives. Entre le 25 et le 28, 13 décrets-lois, les lois fascistissimes, suppriment les libertés et instaurent une dictature. En 1926, interdiction de tout autre parti politique et création d'une police secrète, l'OVRA. La loi établit une censure stricte et autorise à déporter sans jugement qui bon lui semble. Beaucoup d'opposants doivent s'exiler. L'Italie mussolinienne. Un État nouveau, l'État totalitaire. Pour Mussolini, l'État est tout, l'individu n'est rien. En conséquence, l'État se charge de tout et le principe de liberté individuelle n'a plus de raison d'être. L'État est dirigé par un chef unique qu'on appelle le duce, le guide, qui concentre les pouvoirs et qui a toujours raison. Le fascisme pénètre en profondeur dans les esprits grâce à la prise en main de la jeunesse qui apprend au sein de l'école à croire, obéir, combattre. Tous les moyens d'information sont mis au service de la propagande. La grève est interdite, mais on instaure des congés payés et l'assurance maladie. L'Italie entreprend également une série de grands travaux, amélioration des réseaux ferroviaires, construction d'autoroutes, de villes nouvelles et restauration à Rome des vestiges romains anciens. Cela crée des emplois, mais sert surtout à affirmer le prestige du régime. Une doctrine et un modèle. Le fascisme affirme d'abord le principe de toute puissance de l'État. C'est un État antidémocratique, il remet en cause les droits de l'homme et la liberté individuelle. Le fascisme inspire de nombreux mouvements politiques à travers l'Europe, comme le Parti national socialiste d'Hitler. La contagion atteint ensuite les pays d'Europe centrale et méridionale avec le Portugal. Mussolini comprend vite quelles influences les nouvelles techniques de communication et les moyens de propagande leur offrent. Tous les aspects de la culture sont mobilisés. La montée du nazisme. L'Empire allemand s'effondre au début de novembre 1918. Le pouvoir passe aux socialistes qui proclament la République. L'armistice est signé le 11 novembre, mais la défaite n'est pas acceptée de tous. L'Allemagne s'est lourdement endettée pendant la guerre et connaît en 1929 une grave crise économique et financière. L'inflation se transforme en hyperinflation. En 1929, 2,3 millions de chômeurs et 3 millions en 1930. En 1930, le parti nazi obtient 107 sièges. Son chef Adolf Hitler devient un personnage politique. Hitler et le nazisme. Hitler est le chef du Parti national-socialiste. C'est une idéologie raciste et anticommuniste, antidémocratique et pan-germanique. C'est une expansion de la langue allemande. L'idéologie allemande propose une révolution nationale et sociale par l'établissement d'un État totalitaire à base raciale. Le nazisme est symbolisé par le slogan Ein Volk, ein Reich, ein Führer. Un peuple, un empire, un guide.
La population allemande serait formée d'Aryens grands et blonds, affirmés supérieurs par Hitler et appelés à dominer d'autres groupes humains jugés inférieurs. Le nazisme veut regrouper en un seul État toutes les populations de langue allemande. Hitler se proclame à la fois chef tout-puissant du parti nazi et incarnation du peuple allemand. Règlement du camp de Dachau. Interdiction aux juifs de se rassembler. Menace de mort. Interdiction de faire de la politique. De désobéir. 1933, camp ouvert bien avant la guerre. Et dans un premier temps, les nazis obtiennent 33% des voix aux élections de novembre 1932. La marche à la guerre. En 1933, Hitler est au pouvoir. Il quitte la SDN et rétablit le service militaire. Hitler détient à partir de 1934 tous les pouvoirs. Il élimine tous ses opposants, encadre un contrôle et surveille toute la société par le biais des SS dirigés par Himmler. La Gestapo est plus importante que les Goebbels. Frauenschaft pour les femmes et 8 ans Jungvolk après Hitler, je garde. Il met en place des législatives raciales et impose en 1935 les lois de Nuremberg. En 1940 est créé le ghetto de Varsovie et de Lublin, plus tard. Donc la montée des périls, l'Italie mussolinienne, j'ai un petit document. Les 10 commandements du milicien fasciste. Le fasciste, et en particulier le milicien, ne doit pas croire à la paix perpétuelle. Les jours de prison sont toujours mérités. On sert la patrie même en montant la garde autour d'un bidon d'essence. Un camarade doit être pour toi un frère parce qu'il vit avec toi, parce qu'il pense comme toi. Le fusil, la guiberne te sont confiés pour être conservés pour la guerre. Ne dis jamais c'est le gouvernement qui paie, car c'est toi-même qui paie, et le gouvernement est celui que tu as voulu et pour lequel tu endosses l'uniforme. La discipline est le soleil des armées. Mussolini a toujours raison. Un volontaire n'a pas de circonstances atténuantes quand il est désobéi. Et une chose doit être chère par-dessus tout, la vie du Duce. Les squadristes, les miliciens fascistes en 1920, c'est l'armée du Gourdin, ça s'appelle le Manganello. Et la nation est embrigadée. Alors au niveau de la jeunesse, l'organisation de la jeunesse, l'œuvre de la mère et de l'enfant. Donc on encadre la naissance. Ensuite de 4 à 8 ans, c'est enfant de la Louve. 8 à 14 ans, Balilas. 14 à 18 ans, avant-gardiste. 18 à 21 ans, jeunesse fasciste. Ensuite, il y a les milices fascistes ou le service militaire. Donc c'est l'encadrement des adultes. Soit il y a le Parti national fasciste, soit les corporations, soit les groupes universitaires fascistes, ou les œuvres de l'après-travail, Dopo Lavoro. Il y a une inauguration des studios de Cinecittà à Rome par le Duce, qui a dit le cinéma est l'arme la plus forte pour la propagande, évidemment. Manuel scolaire italien de 1927. Obéissance et dévotion pour le Duce sont inculquées dès le plus jeune âge. Benito Mussolini aime beaucoup les enfants et les enfants d'Italie aiment beaucoup Benito Mussolini. Longue vie au Duce, salut au Duce, à nous. La discipline dans un des premiers camps de concentration, Dachau. Les délinquants suivants, considérés comme agitateurs, seront pendus. Quiconque fait de la politique, tient des discours ou des réunions de provocation, forme des cliques, se rassemble avec les autres détenus. Quiconque, dans le but de fournir à la propagande adverse des récits d'atrocités, recueille des renseignements vrais ou faux sur le camp de concentration, accueille ces renseignements, en discute avec les autres, les fait parvenir hors du camp. Les délinquants suivants sont considérés comme mutins, seront abattus sur le champ.
ou pendu par la suite. Quiconque sera livré à des voies de fait sur la personne d'un garde ou d'un SS aura refusé d'obéir ou de travailler en corvée, aura protesté, crié, provoqué ou tenu des discours tout en marchant ou sur les lieux de travail. Quiconque sera livré à des remarques désobligeantes sur les chefs nationaux socialistes, l'État, le gouvernement ou aura glorifié les chefs marxistes ou libéraux des anciens partis démocratiques sera puni du cachot ou du fouet. Un État totalitaire, l'esprit totalitaire. Hermann Göring, 1893-1946, as de l'aviation. En 1914-18, un des premiers adhérents du parti nazi, président du Reichstag de 1932, il est ministre de l'aviation en 1933 et le dauphin désigné de Hitler. Heinrich Himmler, 1900-1945. Il participe au putsch de Munich en 1923. Chef des SS en 1929, il devient chef de la Gestapo en 1934, puis de toutes les polices allemandes. Joseph Goebbels, 1897-1945, ministre de la propagande et de l'information à partir de 1933, il utilise tous les moyens modernes, en particulier la radio et le cinéma, pour façonner l'opinion. La conception raciste fait place à la valeur des diverses races primitives de l'humanité. Elle ne croit nullement à leur égalité, mais reconnaît au contraire leur diversité et leur valeur plus ou moins élevée. Cette connaissance lui confère l'obligation, suivant la volonté éternelle qui gouverne le monde, de favoriser la victoire du meilleur et du plus fort, d'exiger la subordination des mauvais et des faibles. Tout ce que nous avons aujourd'hui devant nous de civilisation humaine, de produits de l'art, de la science et de la technologie est presque exclusivement le fruit de l'activité créative des Aryens. Ils ont été les seuls fondateurs d'une humanité supérieure, celle qui a créé la civilisation. Une fraction restreinte mais puissante de la population mondiale a choisi le parasitisme. Feignant intelligemment de s'assimiler, elle cherche à s'établir parmi les peuples sédentaires, à priver ceux-ci du fruit de leur travail par des ruses mercantiles et, en minant perfidement leur esprit, à prendre elle-même le pouvoir. L'espèce la plus connue et la plus dangereuse de cette race est la juiverie. L'état totalitaire doit être un état de la responsabilité totale. Il requiert de chacun l'accomplissement total de son devoir envers la nation. L'accomplissement de ce devoir supprime le caractère privé de l'existence individuelle, dont son action publique, comme dans le cadre de la famille. Chaque individu est responsable du destin de la nation. Ce n'est pas dans une orientation tantôt à l'ouest ou à l'est que se trouve l'avenir de notre politique extérieure, mais bien dans une politique de l'est, dans le sens de l'acquisition de la terre nécessaire à notre peuple allemand. Nous portons nos regards vers les pays de l'Est, dans lesquels des commissions de race devront délivrer aux individus des permis de colonisation. La condition posée à l'attribution de ce permis sera une pureté de race déterminée qu'il faudra prouver. Adolf Hitler, Mein Kampf, 1925. Le rôle du chef et la théorie raciale selon Hitler. Toujours dans Mein Kampf, hein. Un arrêt bienheureux m'a fait naître à Braunau sur l'Inn. Cette petite ville se trouve à la frontière de ces deux États allemands dont la réunion nous apparaît comme l'œuvre que nous devons accomplir par tous les moyens possibles. L'Autriche allemande doit revenir à la grande mère patrie allemande. Les hommes d'un même sang doivent appartenir au même Reich. Pour rendre à notre peuple sa grandeur, il faut exalter la personnalité du chef et donner à celui-ci tous les droits. Le mouvement pose le principe que sur les grandes comme sur les petites questions, le chef détient une autorité incontestée. La conception raciale ne croit nullement à l'égalité des races, mais reconnaît au contraire leur diversité et leur valeur plus ou moins élevée. Il est donc nécessaire de favoriser la victoire du meilleur et du plus fort, d'exiger la subordination des mauvais et des faibles. Une fraction restreinte mais puissante de la population mondiale a choisi le parasitisme, elle était l'espèce la plus dangereuse de cette race et la juiverie, blablabla. La conception raciste ne voit dans l'État que le but de préserver l'existence des races humaines. Cette conception ne croit nullement à l'égalité des races, mais elle reconnaît leur diversité et leur différence de valeur, c'est-à-dire qu'il y a des races supérieures et des races inférieures. L'État doit favoriser la victoire du meilleur et du plus fort et exiger la soumission des mauvais et des faibles. Il rend ainsi hommage au principe aristocratique de la nature de la loi du plus fort. La culture et les civilisations humaines sont sur ce continent indissolublement liées à l'existence de l'Arien et sa disparition ferait descendre sur le continent les voiles sombres de la barbarie. Un proche d'Hitler parle. L'Allemagne sera véritablement l'Allemagne que lorsqu'elle sera l'Europe. Tant que nous ne dominerons pas l'Europe,
ne feront que végéter. L'Allemagne, c'est l'Europe. Je vous garantis alors qu'alors il n'y aura plus de chômage en Europe. On assistera à une prospérité inouïe. Nous nous chargerons de sortir le monde de sa torpeur. Nous nous assignerons des tâches que personne actuellement ne peut soupçonner, et nous les mènerons à bien. Mais il nous faut l'Europe et ses colonies. L'Allemagne n'est encore qu'un commencement. Notre espace complet à nous, c'est l'Europe. Celui qui la conquérera imprimera son empreinte au siècle à venir. Nous sommes désignés pour cette tâche. Si nous ne réunissons son point, nous succomberons et tous les peuples européens périront avec nous. Et B. De la marche à la guerre. La jeunesse, avenir de l'Allemagne nazie. C'est avec la jeunesse que je commencerai ma grande œuvre éducatrice, dit Hitler. Ma pédagogie est dure. Nous ferons croître une jeunesse devant laquelle le monde tremblera. Une jeunesse violente, impérieuse, intrépide, cruelle. C'est ainsi que je la veux. Elle saura supporter la douleur. Je ne veux en elle rien de faible ni de tendre. Je veux qu'elle ait la force et la beauté de jeunes fauves. Je la ferai dresser à tous les exercices physiques. Avant tout, qu'elle soit athlétique. C'est là le plus important. C'est ainsi que je purgerai la race de ces milliers d'années de domestication et d'obéissance. C'est ainsi que je la ramènerai à l'innocence et à la noblesse de la nature. C'est ainsi que je pourrai construire un monde neuf. Je ne veux aucune éducation intellectuelle, le savoir ne ferait que corrompre mes jeunesses, qu'elles sachent seulement ce qu'elles pourront apprendre par le libre jeu de la curiosité et de l'émulation. La seule conscience, la seule science que j'exigerai de ces jeunes gens, c'est la maîtrise d'eux-mêmes. Ils apprendront à adopter la peur. Les lois de Nuremberg, extrait des lois de Nuremberg du 15 septembre 1935. Article 1. Les mariages entre juifs et citoyens de sang allemand ou apparentés sont interdits. Article 5. Tout contrevenant à l'article 1 sera puni des travaux forcés et citoyen allemand exclusivement le ressortissant de sang allemand ou apparenté. Le citoyen du Reich seul jouit de la plénitude des droits politiques. Extrait des ordonnances du 12 novembre 1938. Article 1. Il est interdit aux juifs d'exploiter des magasins de vente au détail, des entreprises d'expédition ou des comptoirs recevant des commandes ainsi que l'exercice d'un métier à leur compte. Article 2. Un juif ne peut plus diriger une entreprise. L'assistance aux manifestations culturelles et surtout aux représentations théâtrales, cinématographiques, aux concerts, conférences, spectacles artistiques, de danse et aux expositions de nature culturelle ne doit plus être permise aux juifs. Le ghetto de Varsovie. Madame Janine Pipresden avait 15 ans dans le ghetto. Les premiers jours de l'occupation étaient supportables malgré les humiliations, les restrictions, le brassard avec l'étoile de David, les hommes en danger d'être attrapés pour les travaux forcés. Les restaurants, les théâtres étaient interdits aux juifs. En 1940, la création du ghetto. Chaque appartement de 5 pièces accueillait 5 familles. Les gens devaient prendre le strict minimum dans un baluchon. Avec 4 personnes dans une pièce, on ne pouvait amasser beaucoup de choses. Les gens ont perdu 80% de leurs biens. Pour organiser la vie dans l'immeuble, il fallait faire des règles du jeu. Il y avait une carte à côté de la sonnette. Pour Madame L, sonner une fois, Madame K, sonner 2 fois, le docteur sonner 3 fois, puis une rafle a eu lieu et tous ont disparu. Restait la carte. Des camions sont venus chercher les gens. Le 15 novembre 1940, on a fermé le ghetto hermétiquement. Les gens se sont retrouvés au chômage. Ils se sont retrouvés coupés de leurs sources de revenus. Tous les juifs qui habitaient autour du ghetto se sont retrouvés dans la misère. Les artisans n'avaient pas leurs outils de travail. Ils n'avaient rien. Des comités de maison se mettent en place. C'était par exemple obliger les locataires à veiller à ce qu'aucun objet obstrue la porte vers l'abri. Dès le premier jour, le comité de maison a fait une réunion des locataires, 80 personnes. On a tant d'enfants à nourrir, il faut les nourrir tout de suite. Les gens se sont proposés. 2 fois par semaine, venez manger chez sa grand-mère, un petit garçon au crâne rasé. Elle lui donnait quelque chose pour le petit frère. Un jour, il n'est plus venu. Ensuite, ses parents ont loué une boutique pour faire une pâtisserie. Un pain 5 zlotys, un gâteau 50 groschen. On pouvait se nourrir avec 2 gâteaux. 2000 gâteaux par jour venaient par contrebande. En outre des clients, ses parents vendaient au local où jouait le pianiste Spielmann. Une table était réservée à elle et à sa mère. Avant-guerre, il y avait beaucoup d'écrivains, de poètes, de paroliers, des acteurs, des chanteurs juifs. Lorsque les Allemands sont arrivés, une vie culturelle s'est mise en place dans le ghetto. Il y avait des cafés, des concerts, des programmations variées, où on parlait des misères du ghetto de façon drôle. Une fille, Myriam Eisenstadt, avait une voix superbe, le rossignol du ghetto. Le 22 juillet, dès le premier jour de la déportation, des maisons sont entourées par les camions des Allemands et les gens emmenés à l'Umschlagplatz.
Un milicien juif a vu Myriam, il a voulu la sauver, mais elle a pris par la main sa mère. Un milicien lui a dit de remonter dans le train et l'a tué devant ses parents avec la crosse de son fusil. Un témoin oculaire a raconté à sa famille devant elle ce qui s'était passé. Ce qui était très difficile, c'était l'indifférence des Polonais. Il y a 6000 justes sur 36 millions de Polonais. Le 18 janvier, deuxième vague de déportation. Ses parents ont décidé de s'installer dans le quartier arien. Son père avait repéré une sortie d'égout. Elle a voulu rentrer dans le ghetto pour la Pâque pour voir sa grand-mère. Sa mère, restée du côté arien, a voulu prendre du poison quand elle a compris que le 19 avril, il se passait quelque chose. Mais elle a attendu, puis elle a attendu à la sortie des égouts. L'après-midi, des gens ont commencé à sortir, sales, à demi asphyxiés, mais vivants. Il y avait un attroupement et des Polonais sont allés chercher des Allemands. Jude, sa mère, a vu des gens alignés contre un mur. Ne pleurez pas, lui a dit un Polonais, ma bonne dame, ne pleurez pas. Ce qui était atroce, c'est on ne sentait aucune amitié. Les gens étaient indifférents. Parmi les 6 millions de juifs, 1 million d'enfants. Combien de musiciens, de chercheurs ont disparu? En 1940, 2 petites filles ont été sorties du ghetto pour une institution des enfants abandonnés dirigée par les Bonnes Sœurs, une de 15 ans et une de 11 mois. Les Bonnes Sœurs ont fait des faux papiers. 50 ans après, un congrès à New York où il y avait des médecins et des biologistes, ces 2 petites filles se sont retrouvées, l'une envoyée par l'université de Louvain en Belgique, l'autre envoyée comme biologiste par l'Argentine. Comment vous en êtes sorti? Vous en êtes-vous? Comment vous en êtes sorti? Le jour où elle est sortie avec sa grand-mère dans un abri où elle écoutait la radio, où il y avait le Kaddish à la radio, Londres pour les morts du ghetto de Varsovie. Le 4e jour, tous les juifs ont été sortis des abris par les lettons des Ukrainiens et amenés à Lumschlagplatz. Sa grand-mère est restée dans l'abri. Elle sentait la mort sur Lumschlagplatz, venant des wagons. Elle a pris la main de son père et les balles tombaient. Quelqu'un a été tué à côté d'eux. Elle a compris qu'un Allemand a dit de sortir le cadavre. Elle a pris le cadavre avec son père. La sortie du cordon où ils étaient parqués. À côté, il y avait une autre place avec 50 personnes libérées par un Allemand qui en avait besoin. Ils se sont mis avec eux. Ils ont été conduits au petit ghetto. Pour sortir du ghetto, il y avait un Allemand, un bleu marine polonais et un milicien juif à soudoyer. Son père leur a donné un billet. Elle est partie à 7 heures du soir. La pièce où était sa mère était à l'autre bout de Varsovie et le couvre-feu à 8 heures. Elle faisait semblant de regarder les vitrines. Elle est arrivée à 8 heures moins 5. Son père a quitté le ghetto dans la voiture d'un chef d'entreprise allemand qui venait inspecter les ateliers. Le chauffeur avait ouvert le coffre. Ils ont passé 3 jours ensemble. Le 26 mai 1943, la mère blonde aux yeux bleus est sortie pour acheter à manger, mais on l'attendait. Elle pense que sa mère a pris son poison. Le soulèvement du ghetto, jeunes combattants du ghetto de Varsovie. Extrait d'un appel clandestin en janvier 1943. Peuple, réveille-toi et lutte pour ta vie, que chaque mère devienne une lionne qui défend ses enfants, qu'aucun père n'assiste plus sans rien faire à la mort de ses enfants, que chaque maison se transforme en forteresse. Peuple, réveille-toi et combat, ton salut est dans la lutte, qui lutte pour sa survie peut se sauver. Nous nous soulevons au nom de la lutte pour la vie et de ceux qui sont dans la détresse et que nous voulons sauver. Avant le commencement de cette grande action, le Grosse Action, l'ancien quartier juif a été verrouillé par un barrage dressé à l'extérieur de ses limites. Les juifs et les bandits polonais ont réussi à repousser le premier assaut du ghetto par une attaque armée préméditée contre les forces engagées, y compris les chars et véhicules blindés. Il y a quelques heures, des sections SS armées soutenues par des chars et de l'artillerie ont commencé à tuer ce qui reste de la population du ghetto. Le ghetto oppose une résistance acharnée et héroïque. La défense est dirigée par l'organisation juive de combat. Naturellement, l'issue du combat est évidente depuis le début. Ça, c'est des rapports, des télégrammes. Polonais, proclamation de l'organisation juive de combat. Polonais, citoyens, soldats de liberté, sous le tonnerre de l'artillerie avec laquelle l'armée allemande tire sur nos maisons et nos appartements, nos mères, nos enfants et nos femmes, dans le crépitement des mitrailleuses que nous avons prises aux gendarmes et aux SS pendant les combats, au milieu de la fumée des terribles incendies de la mer de sang du ghetto de Varsovie, nous, les prisonniers du ghetto de Varsovie, nous vous envoyons de fraternels saluts de lutte. Le combat concerne notre liberté et la vôtre, notre honneur et le vôtre, notre dignité humaine, nationale, sociale et la vôtre. Nous vengeons les crimes d'Auschwitz, de Treblinka, de Belzec et de Majdanek. Vive la fraternité d'armes de la Pologne combattante. Vive la lutte à mort contre les occupants.
Robert Enrico a porté à l'écran en 1982 le témoignage poignant de Martin Gray en choisissant de privilégier le récit de ses quelques années au ghetto de Varsovie. Il n'avait alors que 14 ans lorsqu'il y entra avec ses parents et ses frères. Il fit preuve d'une grande maturité, conciliant sa famille et les actes de résistance qu'il menait malgré les risques encourus. Afin de pouvoir nourrir sa famille, il empruntait clandestinement le tramway polonais interdit aux juifs qui traversait le ghetto de porte à porte. Il était cependant nécessaire de soudoyer des gardes allemands afin que l'entreprise soit la moins dangereuse possible. Il s'approvisionnait à l'extérieur, puis une fois de retour, donnait une partie de la nourriture à sa famille et revendait l'autre. C'est par ce trafic qui bravait la répression allemande que la population du ghetto pouvait survivre. Cette mise en place s'élaborait et se développait, des amis l'aidaient et une véritable organisation s'installait. L'un d'entre eux amusait les SS pendant que l'un embarqué dans le tramway passait des sacs de provisions à un autre qui suivait la machine en marche, réceptionnait les victuailles. Un monde privilégié de trafiquants s'articulait autour de son unique chance de survie, résister. Nos vies avaient la résistance de la pierre et nos pierres l'éternité de la vie.